Bonjour à toutes et à tous, à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette première édition de ce cycle que la plateforme française des ONG droits de l'homme, la PDH et Affectio Mutuandi lance, cet Affectio Talks de ce soir, qui en appellera d'autres, puisque c'est un rendez-vous que nous allons vous donner tous les mois, dans les prochains mois, pour parler de droits de l'homme et des situations, d'histoires autour de l'entreprise, du business, des acteurs du secteur privé. Alors moi, je suis Raphaël Chenu-Lazan, je suis le président de la plateforme Droits de l'Homme, qui est une plateforme représentative de 21 ONG françaises, acteurs majeurs des droits de l'homme à l'international. Nous travaillons sur des sujets aussi contemporains que la liberté d'expression, les prisons, la torture, la peine de mort, les droits LGBT, les droits des femmes, les mutilations génitales, les droits de la presse, les défenseurs en danger, la question des sports et droits de l'homme, et également la situation et la question, le partenariat, la relation avec les entreprises qui sont de plus en plus des acteurs à part entière des questions de droits humains, aussi bien dans leur pratique, dans leur charte, que dans leur activité, même si il est important et il est primordial de rappeler que les droits de l'homme sont d'abord assurés par les États. Nos interlocuteurs à nous, ONG, sont souvent les États, les diplomates, les ministères de la justice, tous les acteurs de la chaîne pénale, souvent aussi, mais de plus en plus, nos partenaires se différencient, sont de plus en plus diversifiés, et c'est important de travailler et d'apprendre à travailler dans ces nouveaux partenariats. Et justement, c'est l'objectif d'aujourd'hui, du talk d'aujourd'hui, apprendre à se connaître, apprendre à identifier les potentialités de partenariat et peut-être lancer le dialogue sur les questions que l'on pourra avoir. Dans les mois prochains, nous comptons aborder des sujets aussi différents que la question du textile et du secteur du textile et des droits de l'homme, la question du numérique et l'expansion du numérique et les conséquences que ça implique sur la question du respect des droits humains, des sujets aussi difficiles et compliqués et politiques que l'abolition de la peine de mort, la torture, qui ne viendraient pas forcément à l'esprit de tout le monde de relier avec le secteur privé, et ben vous montrer que là aussi, il y a des partenariats possibles. Notre ambition, évidemment, c'est de ne pas toujours être en webinar, c'est de ne pas pouvoir vous voir. Notre ambition, c'est de pouvoir tous se retrouver, quand cela sera possible, en 2021, autour d'un grand colloque, dans un lieu prestigieux, et pouvoir vraiment faire l'état des lieux et à la fois résumer et continuer les discussions qui auront eu lieu pendant ces talks business et droits de l'homme qui vont avoir lieu, mais aussi essayer d'ouvrir. Alors, je vous donnerai et vous serez tenus informés des prochains rendez-vous. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre, à suivre la plateforme Droits de l'Homme, à suivre Affectio Mutuandi sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux, pour pouvoir continuer ce rendez-vous mensuel et ce rendez-vous qui devrait devenir quotidien. Voilà, et je vous remercie de votre présence. Je passe la parole à Yann. Merci Raphaël, je retire mon masque. Bonjour à toutes et tous. Donc Affectio Mutuandi est ravi d'être en collaboration avec la plateforme des droits de l'homme pour organiser ce cycle de webinars pour un premier temps, comme Raphaël l'indiquait. Alors aujourd'hui, on a de la chance d'avoir autour de nous réunis différents représentants d'entreprises et d'acteurs de la société civile pour évoquer un sujet éminemment d'actualité et sujet de sensibilité à plus d'un titre, celui des relations entre entreprises et les organisations de la société civile, précisément sur le sujet de l'intégration des enjeux de droits humains dans leurs activités. Alors pour en parler aujourd'hui,
on a le plaisir d'accueillir Sophie Perrier, qui représente Michelin en tant que responsable des droits humains et du devoir de vigilance. Merci d'être là. Yves Nissim, qui est présent aussi avec nous en physique, qui est directeur des opérations RSE du groupe Orange. Et en distanciel, nous avons Frédéric Lelouch, qui est secrétaire confédéral en charge des sujets de RSE et de la gouvernance d'entreprise au sein de la CFDT, et qui par ailleurs préside la plateforme nationale pour la RSE. Et enfin, également à distance, Julie Valla, bonjour et merci d'être avec nous aussi, qui est vice-présidente droits humains du groupe L'Oréal. Et maintenant, je vous propose de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. L'idée aussi de cet événement, c'est de dessiner, c'est un petit peu l'objectif aussi, les contours de relations entre entreprises et parties prenantes qui permettent aux entreprises de toujours faire mieux, de réduire tant qu'il est possible leurs impacts potentiels sur les droits humains. Ça nous emmène évidemment jusque dans des problématiques de chaînes de valeur, les chaînes de valeur pouvant, selon les secteurs d'activité et dans des très grands groupes, évidemment être très vastes, avec des grands facteurs de complexité. Et donc l'idée de cet échange, qui aura lieu en 2 temps, c'est dans un premier temps d'entendre chacun des panélistes pour un propos liminaire d'environ 5 minutes, où ils, elles, vont un petit peu nous présenter leurs principaux enjeux et culture d'entreprise sur ces sujets-là, s'agissant des représentants d'entreprise, ou en tout cas leur perception des enjeux autour de la relation entreprise et organisation de la société civile. Ce premier temps, ensuite, se poursuivra avec un temps d'échange entre nous, avec un jeu de questions-réponses. Nous terminerons cet Affectio Talk par ailleurs avec une brève présentation des principales conclusions d'une étude qu'Affectio Mutandi a menée sur le sujet de l'intégration des droits humains à l'échelle des entreprises qui composent le SBF 120. Donc on a autant dans le SBF 120 des entreprises qui sont assujetties notamment à la fameuse loi sur le devoir de vigilance que je pense beaucoup de monde connaissent derrière les écrans, et puis en particulier parmi les membres du panel, mais aussi des entreprises qui ne sont pas dans les seuils d'application de cette loi, qui, comme vous le savez, vise les entreprises de plus de 5000 salariés, mais qui toutefois, compte tenu d'autres obligations légales, et notamment les obligations de reporting extra-financier, doivent aujourd'hui de plus en plus faire la pédagogie sur la manière dont elles prennent en compte les droits humains, les mesures qu'elles mettent en place et pouvoir faire part de résultats, de chemins de progrès avec des critères de performance à l'appui, etc. Et donc c'est vrai que le SBF 120, c'est une grande variété d'acteurs de tailles différentes, de secteurs extrêmement différents aussi. Donc on fera un bref retour sur les principales conclusions de cette étude. Et sans plus tarder, donc, je vous propose maintenant de passer la parole à Sophie Perrier. Si vous voulez bien, Sophie, et je vais me remettre mon masque. Et moi, je l'enlève. Je vous en prie, vous ouvrez le bal sur la façon dont le groupe Michelin appréhende ces sujets. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité à ce talk show. Donc, je pensais vous parler de dialogue partie prenante de Michelin et des droits humains autour de 3 axes. D'abord notre comité corporate de parties prenantes, ensuite un exemple sur le caoutchouc naturel et enfin un exemple de dialogue avec nos syndicats. Donc en ce qui concerne le dialogue parties prenantes qu'on aborde vraiment à niveau corporate dans l'entreprise, nous avons créé en 2016 un comité corporate qui comprend une dizaine de membres, 10 à 12 membres, qui sont représentants de nos parties prenantes. Alors, il y a 2 ONG, il y a un investisseur, il y a un syndicat, il y a un fournisseur, il y a 2 clients, il y a le Global Compact, où il y a une personne qui s'occupe plutôt de mobilité routière, etc. Et l'idée est que ces parties prenantes rencontrent notre comité exécutif une fois par an. Donc, ce qui fait en fait toute la puissance de ce comité, c'est qu'il est entendu au plus haut niveau, une journée entière, plus une soirée informelle avant. Ce qui est un lien quand même assez fort, et ce sont les mêmes parties prenantes que nous rencontrons chaque année. Ce qui permet finalement de porter au plus haut niveau des sujets environnement ou droits humains,
mais parlant des droits humains, qui n'auraient pas été portés aussi au niveau, de façon aussi privilégiée dans l'entreprise. Alors, si je prends un exemple, celui du salaire décent, nous avions organisé une session en 2017 autour de la chaîne d'approvisionnement, la façon dont nous le traitions, etc. Et deux de nos parties prenantes, il y avait un investisseur d'Amundi et puis je pense que c'était Industrial, qui est le grand syndicat international, nous ont dit qu'il faudrait aussi aborder dans cette évaluation de la supply chain la question du salaire décent. Et à l'époque, notre COMEX découvrait totalement ce sujet, n'en avait pas encore entendu parler, et ça les a vraiment impressionnés en disant, bah oui, évidemment, il faudrait absolument, non seulement que nos salariés, mais aussi nos fournisseurs aient un salaire décent. Et aujourd'hui, et ce qui a finalement propulsé le sujet très très vite dans l'entreprise, aujourd'hui, nous travaillons sur ce sujet, nous avons acheté une base de données de Fairwedge, nous sommes très engagés sur ce sujet, et c'est un exemple du fait que ça peut propulser les sujets de droits humains. Alors, je regarde le temps parce que j'imagine qu'il passe très vite. Non, ne vous inquiétez pas. Sur nos initiatives concernant le caoutchouc naturel, mais dites-moi Yann si je suis trop long. Nous avons il faut savoir que le caoutchouc naturel, c'est aujourd'hui, les manufacturiers de pneus absorbent 70% de la production mondiale, que Michelin en absorbe une petite dizaine de pourcents, un petit peu moins de 10%. Et donc, nous sommes un acteur majeur qui achète du caoutchouc naturel dans le monde. C'est pour ça que nous avons une responsabilité particulière. Et nous avons initié avec d'autres partenaires, bien sûr, mais Michelin a été quand même très actif, une plateforme de caoutchouc naturel durable. C'était vraiment une plateforme multi-acteurs. Donc, il y a dedans des manufacturiers de pneus, il y a des constructeurs automobiles, il y a Renault, il y a BMW, il y a Ford, etc. Et il y a également des producteurs de caoutchouc naturel et des ONG, le WWF par exemple, Mighty Earth par exemple. Et donc le but, c'est d'élever les standards de la filière pour justement avoir une filière durable sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan des droits humains, avec des problèmes de revenus des agriculteurs quand les cours baissent, avec des problèmes parfois d'horaire de travail, avec des problèmes de propriété terrienne, etc. Tous ces sujets sont abordés de façon collective et avec l'ensemble des acteurs. Donc je vais directement, je pense, aborder le troisième sujet concernant l'exemple que je voulais citer autour du dialogue social, parce qu'une partie prenante vraiment importante, ce sont nos syndicats, et que depuis plusieurs années, nous essayons vraiment de les impliquer en amont dans les grands projets de réorganisation de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment un exemple de vrai dialogue avec nos parties prenantes directes de l'entreprise sur des sujets extrêmement délicats sur lesquels on avait l'habitude de les informer une fois que le projet était relativement ficelé. Aujourd'hui, on essaie de partager le plus possible le diagnostic économique de la situation des usines, de la compétitivité des usines, de les rendre conscients des enjeux qu'ont les dirigeants de l'entreprise pour trouver ensemble des solutions. Ça a été fait par exemple à une usine de Roanne qui était un petit peu vouée dont l'avenir était très incertain. Et ce dialogue avec eux a permis de recentrer l'usine sur des produits plus compétitifs, avec des modes de production plus compétitifs, mais en étant vraiment, vous voyez, j'ai le minuteur, en ayant vraiment la participation des syndicats, et ça s'est passé extrêmement bien. Aujourd'hui, l'usine va bien et on essaie de multiplier cette méthode un petit peu partout où nous sommes présents. Merci Sophie. Alors pour vous avez ouvert le bal des démarches qui peuvent être mises en œuvre en illustrant avec quand même plusieurs dimensions là sur la discussion avec le monde syndical et des initiatives qui touchent directement des problématiques de chaîne de valeur impliquant des parties prenantes, y compris des compétiteurs, si je comprends bien, ainsi que des ONG. Je vais de ce pas redonner la parole à Yves Nissim, qui va pouvoir reprendre son propos témoignant des actions d'Orange sur le sujet. Merci. Bonjour à tous et merci pour l'invitation d'être là. Je vais, à travers cet échange, vous amener directement dans le monde des télécoms, du secteur des télécoms, où la problématique droits de l'homme essentielle tourne autour des problèmes de liberté d'expression et de respect de la vie privée. J'ai pas besoin de vous rappeler que les problèmes de liberté d'expression sont des sujets éminemment d'actualité avec ce que l'on vient de vivre ces derniers temps.
et que Orange étant non seulement une entreprise française, mais aussi une entreprise multinationale qui se trouve pour 2/3 de ses activités en Afrique et au Moyen-Orient, vous voyez bien que ce sont des sujets hyper importants qu'on a essayé de traiter en tant qu'Orange face aux gouvernements locaux, en tant qu'Orange éventuellement face à des dialogues parties prenantes que nous menions en interne, mais qui ont été très très vite stériles parce que le rapport de force, la façon dont on était interprété en termes de nos actions était très très mal perçue. On est une entreprise qui possède toute la technologie, qui possède tous les contenus de nos clients, qui a le bouton sur le switch on/off de l'accès à l'internet. Et donc vous voyez bien que même si c'était pas dans nos intérêts, hein, puisque nous vendons de l'airtime, on n'a pas du tout intérêt à couper les réseaux. Vous voyez bien que c'était un sujet très très épineux. Donc on a pu faire qu'en association, que sur des plateformes. Hein. On s'est réunis d'abord entre telcos, puis après on a vu que les problèmes des opérateurs de téléphonie et des opérateurs internet étaient les mêmes. Et puis on s'est rendu compte que il fallait rentrer dans une discussion beaucoup plus large avec les parties prenantes. C'est comme ça qu'on est rentré sur la plateforme qui s'appelle la Global Network Initiative, qui est une plateforme qui réunit tous les acteurs du monde de l'internet, Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, tous les opérateurs européens et c'est surtout ça le plus important, un ensemble d'ONG, Human Rights Watch, Internet sans frontières, un ensemble d'universitaires. Et c'est une structure qui nous fait nous réunir assez souvent, qui nous permet de présenter nos cas, qui nous propose des solutions d'interaction et de réaction avec les gouvernements dans des situations comme ça. Et c'est une structure qui a mis en place une sorte de reporting des entreprises face à la plateforme, qui reste très confidentielle malgré tout, parce qu'on manipule un certain nombre de données qui sont confidentielles, mais qui sont potentiellement présentables devant cette plateforme et sur lequel on reçoit non seulement des conseils de nos pairs sur le comportement face à une demande de coupure. Je peux vous l'illustrer avec ce que je viens de vivre ce week-end. Hein. J'étais en cellule de crise pratiquement tout le week-end sur l'élection en Guinée. Nous sommes opérateurs en Guinée et je ne sais pas si vous le savez, mais Orange a été coupé en Guinée, pas du fait de l'opérateur, mais du fait du gouvernement qui est allé chercher le point d'accès au câble pour couper l'ensemble de la structure, parce que justement, on était rentré en conversation avec le gouvernement parce que on avait demandé des preuves légitimes qui pouvaient justifier une coupure de réseau en période d'élection et que on avait commencé à solliciter nos collègues parties prenantes ONG, ce qui a entraîné une coupure directe. Donc voilà, les choses se mettent en place autour de structures comme ça. On émet un certain nombre de recommandations. On est aligné aux problématiques des Nations Unies, Protect, Respect and Remedy. Et c'est vraiment sur ces trois aspects-là qu'on a édicté un certain nombre de principes que les entreprises qui sont affiliées à ces plateformes essayent de respecter et surtout se font aider dans les situations difficiles par les ONG. Donc on est vraiment dans une collaboration assez vertueuse qui permet à l'entreprise de raconter ce qui se passe réellement sur le terrain, mais qui permet aussi à l'entreprise d'aller chercher les parties prenantes ONG pour pouvoir intervenir sur le terrain. Donc voilà, ça c'est la première sujet que je voulais développer. Le deuxième sujet, je pense que nous tous, entreprises, autour de la table, aurions pu le développer, c'est le sujet bien sûr du devoir de vigilance qui nous a projeté vers une responsabilité envers notre supply chain assez violente, du jour au lendemain. Orange a un fournisseur de rang 1, 77 000 fournisseurs, et vous voyez bien que la tâche est presque mission impossible d'aller interpeller l'ensemble de ces 77 000 fournisseurs et de s'assurer que leur comportement en termes de droits de l'homme, on va tourner autour des principes de l'OIT, sur le droit du travail et le respect des droits de l'homme, sont respectés. Là, pareil, on suit cette initiative et cette mise en place à l'intérieur d'une sorte d'association de grosses entreprises en France, EDH, et Sophie connaît bien aussi, puisqu'elle y participe, qui nous permet dans un premier temps de partager nos bonnes pratiques sur comment mettre en place cette loi, et surtout de rentrer en dialogue avec un certain nombre de parties prenantes, des ONG les plus, on va dire, les plus agressives sur le sujet, puisque ce sont des ONG qui ont été à l'origine de la loi, en même temps que le gouvernement de Hollande à l'époque,
Et voilà, on commence à s'expliquer, à voir quels sont les attendus. On dialogue aussi beaucoup avec les représentations nationales des syndicats. Hein. On a une représentante avec nous aujourd'hui. Voilà, c'est des discussions. Et c'est vrai, ce que je défendrais aujourd'hui, c'est que, l'ouverture en plateforme de dialogue, avec des dialogues entretenus, hein, pas one shot, sont essentiels pour développer un peu de confiance entre les parties. Deux, que ça nécessite de l'entreprise une certaine transparence. Hein, ce que je viens de vous raconter sur la Guinée, il y a 3 ans, l'entreprise aurait refusé de se commettre sur ce récit. Aujourd'hui, on est ouvert sur ce récit. Et enfin, troisièmement, quand il s'agit de fournisseurs qui sont dans des contrées un peu plus éloignées que notre siège social, la France, il est clair que la connaissance de la pratique locale, la connaissance des fournisseurs locaux ne peut être faite qu'avec l'aide des ONG locales. Et c'est comme ça qu'on continue le dialogue pour pouvoir mettre en œuvre cette loi. Voilà, je vais m'arrêter là pour le liminaire. Merci Yves. Je vais passer tout de suite la parole à Julie Vallat, dans le prolongement des propos tenus par Sophie et Yves. De quelle manière L'Oréal, Julie, appréhende cette relation aux parties prenantes sur le sujet du respect des droits humains? Merci Yann pour cette question et pour ton invitation. Donc L'Oréal est aussi, comme Orange et comme Michelin, un grand groupe international présent dans de très nombreux pays, un peu moins d'une centaine, avec 86 000 collaborateurs et collaboratrices et de très, très nombreux fournisseurs et parties prenantes au sens large. Et parmi nos enjeux, parce qu'on en a de nombreux en droits humains, mais parmi nos enjeux, le sourcing, l'approvisionnement des matières premières minérales et végétales qui composent nos produits sont clés, et notamment s'assurer que, non seulement sur le plan climatique et environnemental, l'extraction ou la production se fait de manière respectueuse, mais surtout côté droits humains, qu'il n'y a pas de travail des enfants ou de travail forcé, ou que les conditions de travail sont décentes, font partie des grands enjeux sur lesquels L'Oréal travaille, se positionne. Donc, notamment les équipes achats durables responsables de ces questions, avec le soutien de mon équipe droits humains et d'autres parties prenantes internes, externes, et notamment de nombreuses ONG qui accompagnent dans tous les pays ces projets. Donc, à la fois des ONG locales, mais aussi des ONG internationales. Et je voulais partager un exemple en particulier concernant le mica, qui est un minerai dit green parce qu'il a peu d'impact sur l'environnement par rapport à son extraction, il est facile à extraire. L'Oréal l'utilise, se source principalement en Inde, même s'il y en a dans d'autres régions du monde, mais L'Oréal est exclusivement en Inde. Et le problème, c'est que du point de vue social et droits humains, comme il est facile d'extraction, il implique du travail des enfants et du travail forcé. Donc, il y a eu toute une réflexion au sein de L'Oréal à ce sujet, parce que comme il y a des équipes de recherche pointues chez L'Oréal, il y avait une possibilité de développer une alternative au mica, donc une alternative chimique. Et la question qui s'est posée à ce moment-là, c'est est-ce qu'on arrête de se sourcer en Inde? Or, après un dialogue approfondi avec les ONG, et notamment les ONG locales, mais pas uniquement, les ONG internationales aussi, elles nous ont dit que non. Si les grands acteurs arrêtaient de sourcer dans la région, ça allait entraîner une pauvreté encore plus grande dans cette région. Donc du coup, fort de ce dialogue et de ces échanges, une initiative a été créée qui s'appelle la Responsible Mica Initiative, la RMI, qui est multi-partie prenante, donc qui est composée non seulement de L'Oréal, mais également d'autres entreprises, d'autres secteurs industriels qui utilisent le mica, qui est en fait un petit minerai qui brille et donc qui est utilisé dans les cosmétiques, sur certains fards à paupières, etc., mais aussi dans l'industrie automobile ou dans l'industrie de la peinture pour faire les revêtements brillants de certaines applications, voitures ou autres. Et donc, ça réunit donc cette initiative non seulement plusieurs secteurs industriels, mais aussi des ONG. Il y a notamment Terre des Hommes qui fait partie de cette initiative,
pour le côté international, et puis il y a d'autres ONG locales, et des représentants régionaux, étatiques, venant donc des régions d'Inde qui sont concernées par cette exploitation du mica. Et donc, cette initiative multipartie prenante a été très vertueuse, même si elle est assez neuve. Hein. Elle a été créée il y a 3 ans maximum, et elle est en train donc de se mettre en place. Mais néanmoins, elle a déjà permis de mettre en place des assessments, enfin des audits collectifs, et puis d'apporter un soutien aux communautés locales qui sont impliquées, et de fédérer les différentes parties prenantes, et notamment les fournisseurs et les mines locales qui participent de cette production. Donc, on peut pas dire maintenant que le travail forcé et le travail des enfants a été éradiqué, mais on peut dire qu'il a très largement baissé depuis la mise en place de cette initiative, qui continue, hein, parce que c'est un working progress, qui continue à agir activement en ce sens. Voilà, c'est un peu l'exemple que je voulais partager. Et donc, pour rebondir sur ce que disait Yves et sur ce que disait Sophie, c'est vrai que ce dialogue partie prenante, il est très important qu'il soit fondé sur la transparence et sur la confiance, et elle se construit petit à petit. Et donc là, maintenant, il y a un club de parties qui se connaissent bien et qui échangent les différents challenges rencontrés, justement pour trouver des solutions. Ça prend un petit peu de temps à construire, mais au final, c'est win-win pour tout le monde. Voilà ce que je voulais partager. Pour ces premiers inputs de votre part, je propose maintenant à Frédéric de rebondir. Là, on a eu une première salve de témoignages et d'approches sur la relation partie prenante venant des entreprises, du côté du monde syndical, et aussi, évidemment, avec votre casquette de la plateforme nationale pour la RSE, qui est composée de multiples parties prenantes, dont des ONG. Quelle est la vision que vous pouvez avoir des meilleures approches à développer en termes de partenariat entreprises et organisations de la société civile au sens large sur les sujets de protection des droits humains? Je vous laisse la parole, Frédéric. Merci encore. Oui, Yann, et merci à tous. Alors effectivement, moi je vais avoir un point de vue un peu décalé et peut-être revenir en fait sur des travaux qu'a mené la plateforme RSE. Donc la plateforme RSE, juste en un mot, c'est une instance de dialogue, de concertation qui associe les différentes parties prenantes en fait de la RSE, donc représentants des entreprises, des salariés, de la société civile, des institutions publiques et des chercheurs. C'est une plateforme qui existe depuis 2013, qui est placée auprès du Premier ministre et qui est hébergée par France Stratégie. Et elle adresse des recommandations au gouvernement et aux acteurs économiques. Il y a quelques temps, en 2016, la plateforme avait travaillé autour du plan national entreprises et droits de l'homme, un peu en réponse à la demande de la Commission européenne qui avait demandé aux États membres de se doter d'un plan national pour la mise en œuvre des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme et aux entreprises. Alors, en 3 mots, cet avis, il avait été bien sûr construit sur la base du triptyque de Ruggie, protéger, respecter et remédier. Il rappelait la responsabilité de l'État et il mettait aussi l'accent évidemment sur le rôle des entreprises dans la promotion des droits de l'homme. Et puis, il étendait la responsabilité à la chaîne de valeur. Pour donner peut-être trois exemples de leviers que ce plan avait identifié, on avait identifié la prise en compte du respect des droits de l'homme dans les critères d'achat. L'achat comme levier d'action en matière de droits humains. Le deuxième levier qu'on avait identifié, c'était... Alors, il faut savoir qu'à l'époque, la loi sur le devoir de vigilance n'avait pas encore été adoptée. Donc, on incitait les entreprises à mettre en œuvre, à publier des plans de vigilance afin d'identifier les risques de leurs activités à travers leur chaîne de valeur, de prévoir des mesures afin de les prévenir, de les atténuer, d'y remédier. Enfin, voilà, maintenant, on connaît ça bien. Et puis le troisième axe, c'est tout ce qui a trait à la promotion du dialogue social, à l'expression en fait des salariés dans toute la chaîne de valeur, comme un peu outil de renforcement des droits de l'homme.
avec une idée assez précise qui était d'inciter à généraliser, à renforcer le dispositif des accords cadres internationaux qui peuvent inclure un certain nombre de critères en matière de respect des droits de l'homme, mais aussi toute une série de mesures garantissant le suivi régulier de la mise en œuvre effective et puis souvent un mécanisme d'évaluation ex post. Alors, ça, c'était il y a 3 ans, il y a 4 ans maintenant. Quel bilan on peut faire dans la pratique? Alors, il y a un bilan du plan national qui est confié à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, qui finalise en ce moment ses travaux et qui rendra public ses conclusions dans les prochains mois, à l'occasion des 10 ans des principes directeurs des Nations Unies, un peu pour lancer la décade de la mise en œuvre 2021-2031. Mais je peux quand même faire part d'un certain nombre d'éléments tirés des échanges avec les différentes parties prenantes de la plateforme RSE et puis par ma pratique syndicale auprès de militants d'entreprise. Donc évidemment, mon propos va être un peu générique, il illustre des grandes tendances observées et il ne représente pas évidemment tout ce que font les entreprises. Le premier constat, c'est on peut noter une amélioration de la prise en compte des enjeux des droits humains. On peut dire que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s'engager, à rendre compte, certainement sous l'effet de la progression des normes en matière de RSE. Il y a une avocate internationale, Elise Grou, qui parle d'une image d'une galaxie des normes en expansion. Je trouve que l'image est assez parlante. En ce qui concerne le volet droits humains des plans de vigilance, par exemple, c'est davantage étoffé. Mais ce qu'on observe, c'est que du coup, il y a une logique de conformité qui prévaut. Et malheureusement, je dirais, les droits humains deviennent de plus en plus un sujet de compliance. Alors, je vois 2 raisons à ça. La première, c'est qu'on parlait de la responsabilité de l'État en introduction. L'État, dans cette dynamique, n'a pas, ou en tout cas pas suffisamment du point de vue des différents acteurs, accompagné la mise en œuvre. C'est-à-dire, en fait, il y a cette idée que les droits humains, c'est pas seulement une affaire de relation face à face entre une ONG et une entreprise. Il y a vraiment des attentes fortes des différentes parties prenantes autour d'un mécanisme de suivi, par exemple de la mise en œuvre du devoir de la loi sur le devoir de vigilance, besoin d'une méthodologie. On entend souvent le fait qu'on n'est pas assez accompagné et ça manque aux acteurs. La deuxième raison que je vois, c'est que en fait, il y a souvent une méfiance réciproque, je dirais, qui peut être éventuellement alimentée dans un contexte de judiciarisation des affaires, notamment autour de la loi sur le devoir de vigilance à laquelle on pense évidemment. Et donc, bien souvent, l'enjeu pour les entreprises, même si je suis obligée de caricaturer en étant schématique et de grossir un peu le trait, mais parfois, l'enjeu pour les entreprises va être, à travers leurs relations avec les ONG, de gérer, de prévenir le scandale, de prévenir la controverse et d'être mu un peu par des enjeux de risque de réputation. Du côté des ONG, et encore une fois, il faudrait introduire de la complexité, de la nuance dans ce que je dis, parce qu'il y a toute une myriade d'ONG très différentes, et donc très très diverses. Mais du côté des ONG, il peut y avoir la crainte d'être instrumentalisée, de servir de caution, et du coup, elles préfèrent garder une indépendance qui leur permet de garantir un peu une capacité critique, sans parler évidemment des moyens limités que peuvent avoir les ONG. Donc ça, c'est un peu le premier constat, finalement, une amélioration notable de la prise en compte des enjeux droits humains, mais qui n'est pas complètement aboutie parce qu'elle se fait dans un contexte un peu de méfiance. Le deuxième constat, c'est finalement des liens, des relations avec les parties prenantes insuffisantes. Du coup, ça a comme effet que les enjeux droits humains sont
insuffisamment pris en compte dans la stratégie des entreprises. Alors pourquoi? Premièrement, souvent les questions des droits humains sont des sujets dans des comités de parties prenantes. Ce qu'on voit, c'est que quand les comités de parties prenantes sont mis en place, souvent, les recommandations n'atteignent pas la stratégie de l'entreprise. Alors, c'est moins vrai après une controverse, mais voilà, c'est le rapport Nota-Sénar, par exemple, pointait cette problématique sur le fait qu'il y a besoin de lien entre ce comité des parties prenantes quand il existe et le conseil d'administration de l'entreprise. C'est quelque chose sur lequel on revient souvent à la plateforme RSE, un besoin que les enjeux RSE, les enjeux droits humains soient portés au plus haut niveau et à ce niveau-là, l'engagement des dirigeants est décisif. La deuxième raison, peut-être, que je vois pour expliquer cette relation avec les parties prenantes qui est insuffisamment nourrie, qui n'irrigue pas suffisamment la stratégie des entreprises, c'est que parfois le format comité partie prenante n'est pas adapté et parfois, en fait, ça a déjà été évoqué, mais en fait, je partage, effectivement, c'est pas la seule solution. Il y a d'autres formules qui peuvent être envisagées et l'exemple de EDH est intéressant. C'est un peu ce qu'on fait à la plateforme RSE, c'est-à-dire on n'est pas en face à face, mais on est avec une diversité d'acteurs et on construit en commun, on mutualise nos pratiques et ça permet de dépasser une méconnaissance, parfois une défiance, et c'est de nature à créer la confiance. C'est un mot qui est revenu souvent dans les interventions. Je pense que la confiance, ça se construit et ces méthodes peuvent y contribuer. Et puis dernièrement, pour pas être trop longue, mais le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est le défaut d'articulation des différents niveaux de dialogue quand ils existent entre les parties constituantes que sont les salariés et le dialogue partie prenante. Les deux sont nécessaires et il est absolument important de les articuler. Il y a besoin de ponts et de pas fonctionner en silo avec les IRP d'un côté, le comité de parties prenantes de l'autre. Et je pense que c'est d'autant plus d'actualité à l'heure où se déploient les sociétés à mission avec la mise en place d'une gouvernance partagée. Donc voilà pour le propos liminaire, j'espère pas avoir été trop longue et je vous redonne la parole, Yann, pour la suite. Merci Frédéric. Raphaël, le point de vue d'une plateforme comme celle que vous avez créée il y a maintenant 3 ans de cela, sur ces enjeux-là. D'abord, rapidement, pour qu'on passe ensuite à l'échelle. Je souscris totalement à ce que vient de dire Frédéric Lelouch sur les constats. On a parlé depuis le début énormément de parties prenantes, c'est le mot-clé. Moi, je voudrais revenir d'abord sur on a parlé de contexte de méfiance. Je constate quand même qu'il y a une différence d'approche dans le monde anglo-saxon que dans le monde français. Et ça, on le sait tous. Et des deux côtés, une différence d'approche du monde du business aussi bien que du monde des ONG. Et ce contexte de méfiance est moins fort dans le monde anglo-saxon qu'il peut l'être ici en France et à travers auprès de tous les acteurs français. Et j'ai entendu et je reprendrai ce que disait Frédéric sur la nécessité de dépasser la gestion du risque et d'en être que la notion de compliance pour les entreprises, parce que sinon c'est ne faire que un petit bout du chemin et qu'il faut aller jusqu'au bout. Et ça ça me paraît important. J'ai aussi noté, et je le note, que c'est vrai qu'il y a de la part des ONG françaises cette peur de l'instrumentalisation. Encore une fois, dans un contexte peut-être plus francophone qu'anglo-saxon. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à penser différemment, à think different, comme diraient les anglo-saxons, outside the box, out of the box plutôt, et sortir de ces idées, de redéfinir ces parties prenantes peut-être, parce que je suis d'accord, les parties prenantes dans le cadre de comités
sont trop réducteurs. Je suis d'accord quand Yves disait qu'il y a besoin de transparence, il y a besoin de confiance, mais il y a finalement besoin, cette confiance, elle se bâtit sur la régularité, sur un cadre, sur des parties prenantes qui sont prises dans leur ensemble et pas piochées. Nous sommes donc à la plateforme Droits de l'Homme, pour l'instant 21 ONG, nous sommes une plateforme qui voulons être représentative, surtout pour être en gros un nœud, et après chaque membre est libre. Parmi nos membres, plusieurs ont été cités par vous-même. Il y a notamment, j'ai entendu Terre des Hommes, RSF, plein d'autres membres, souvent et beaucoup acteurs avec des partenaires locaux, beaucoup en Afrique principalement, mais aussi en Asie, en Amérique latine. On est acteurs sur tous les... Et je pense que dans cette idée d'être innovant, d'intégrer toutes les parties prenantes sur du long terme, dans un cadre qui n'est pas un one-shot, mais régulier, qui permet de décloisonner, je pense que le mot de décloisonner me paraît important, et trouver ces espaces de dialogue pour inventer de nouveaux partenariats. Je dis presque le gros mot de partenariat, pour moi ce n'est pas un gros mot. Il y a des partenariats à inventer, des partenariats pour améliorer les pratiques de chacun. On verra dans un futur talk dans les mois prochains, on verra que même sur des sujets comme peine de mort, on peut avoir des partenariats avec les entreprises, et pourtant ça ne vient pas à l'esprit. Et là, il y a des partenariats directs, soit des partenariats d'action, soit des partenariats de compliance, mais aussi des partenariats presque d'advocacy. Et je pense que c'est intéressant et si on ne se rencontre pas, si on n'a pas les cadres de rencontre mutuels, et qu'on est juste en train d'essayer de gérer le risque, on n'arrivera pas à finalement dépasser et à être dans une logique plus anglo-saxonne, plus intégrée. Merci Raphaël pour la concision. Ça permet maintenant d'aborder la même thématique. On a déjà dressé un portrait assez complet de la problématique. Maintenant, rentrons dans certaines questions d'ordre peut-être opérationnel ou pratique. Selon vous, alors Sophie, je reviens vers vous par exemple. C'est quoi la meilleure pratique qui permet d'instaurer les conditions d'un dialogue constructif et exigeant avec une ONG? Est-ce que vous auriez un exemple? Vous parliez de votre comité partie prenante. Vous l'avez donc déjà évoqué, cette idée-là, mais est-ce que vous en avez éventuellement une autre ou quelque chose qui nous permet d'avoir une vision très concrète de les raisons, le mécanisme qui a permis d'instaurer un dialogue de qualité, une bonne pratique illustrée? Je vous écoute, pardon. Et je remets mon masque. Je vais essayer de parler fort. Alors, désolé, je vais encore parler de notre comité de parties prenantes parce que effectivement, ça fonctionne extrêmement bien pour plusieurs raisons, je pense. Déjà, effectivement, on a choisi les parties prenantes. Ça ne veut pas dire qu'on les a choisies parce qu'elles aient été conciliantes avec nous, pas du tout. On a choisi des fortes personnalités, des gens qui étaient assez haut placés dans leur entreprise parce qu'ils allaient rencontrer notre comité exécutif, des gens qui étaient capables de s'exprimer de façon constructive et pas agressive, mais quand même en étant critique. Donc le choix des personnes est très important. Effectivement, on peut pas travailler avec toutes les ONG aujourd'hui. On peut discuter avec elles, mais les intégrer dans un comité, c'est pas, il faudra vraiment trouver la bonne personne. Et il y en a qui ont plus de capacité à être à l'écoute, elles aussi, parce qu'un dialogue, ça se passe également dans les deux sens. Et alors, je pense que, alors déjà, on leur fait signer un accord de confidentialité, c'est assez important. Vous parliez de choses concrètes, donc, on leur fait signer un engagement assez clair, c'est-à-dire que ils sont là vraiment pour nous éclairer, mais nous sommes en mesure de décider ce qui est bien pour l'entreprise. On les écoute avec humilité, et ça, nos dirigeants sont vraiment briefés là-dedans pour être totalement ouverts et totalement humbles, mais in fine, elles doivent savoir que on reste maître de l'entreprise. Donc le contrat est très clair, et enfin, je pense qu'une des conditions très importantes également, c'est la régularité, c'est-à-dire que de les rencontrer les mêmes
d'année en année, voire 2 fois par an, c'est très important parce que on sait que tout ce qu'elles nous ont dit, elles vont nous demander des comptes à un moment donné. Ah, mais qu'est-ce que vous en avez fait? Et donc on sait qu'on va les revoir les mêmes 1 an ou 6 mois plus tard. Et ça, c'est vraiment, ça donne beaucoup de force et de crédibilité au dialogue. Et derrière, on engage effectivement des plans d'action, c'est-à-dire qu'on sélectionne les idées qui nous ont semblé les plus pertinentes et on met en place des groupes de travail pour travailler sur certaines de ces idées, pour pouvoir revenir vers elles 1 an plus tard en leur disant voilà ce qu'on a accompli, il y a eu un vrai travail derrière. C'est pas juste on s'est rencontrés et c'est sympa, on s'est bien, voilà, on s'est bien parlé et au revoir. Merci Sophie. Est-ce que Yves, vous voudriez peut-être nous apporter aussi un éclairage sur une espèce de condition sine qua non de réussite d'un partenariat, en tout cas d'un dialogue? Oui, je voudrais, pour commencer, refaire aussi un historique, que vous compreniez bien la situation. Les personnes que vous avez autour de la table sont des gens qui portent les droits de l'homme dans l'entreprise et qui sont un tout petit peu à l'interface entre l'entreprise et le monde extérieur. Et c'est vrai que c'est une situation qui fait dire que d'abord l'entreprise n'est pas du tout mature ou mûre pour accepter ce dialogue. Si je vous refais un peu d'historique, on a introduit les dialogues parties prenantes en introduisant la notion de matérialité. Mais la première réaction de l'entreprise, c'est de dire on ne va quand même pas se faire dicter notre stratégie par le monde externe. Mais quand on a introduit la notion de matérialité, c'est-à-dire qu'on a expliqué que les éléments qu'on allait retenir de notre dialogue avec les parties prenantes étaient aussi des éléments qui faisaient sens pour le business de l'entreprise, les choses ont commencé un tout petit peu à se créer. Et puis après, petit à petit, la réglementation est venue aussi ajouter une couche supplémentaire. On a parlé du devoir de vigilance, on a parlé de la loi Pacte, on a parlé des entreprises à mission. C'est des choses qui vont structurer les choses. Mais ce qui est important, et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il faut établir un lien de confiance dans la durée. C'est ce que vient de dire Sophie. Et je pense que c'est essentiel. Institutionnaliser ce dialogue est important. Et dernier point, au bout du compte, c'est trouver un intérêt commun entre l'entreprise et sa partie prenante. Je veux dire, je vais vous donner quelques exemples pour Orange qui fait du dialogue avec la partie prenante sans le dire, c'est un peu comme Monsieur Jourdain, mais qui a été chercher une structure ou des compétences externes au moment où elle se trouvait face à des questions qui étaient difficiles. 2 exemples, on a eu très récemment. Le premier, on a eu des problèmes diplomatiques en Égypte, et c'est clair qu'après la salve de problèmes qui est arrivée, le groupe a intégré un ambassadeur dans son environnement. Vous voyez, donc ça, c'est typiquement une partie prenante qui a été intégrée, non pas sous la forme d'un comité, mais en tant que personne pour son savoir. Puis le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est que le retour du confinement a posé des vraies questions de mise en œuvre. Le groupe a intégré un directeur d'ARS dans son environnement pour nous aider à mettre en place les principes de retour au travail après les périodes de confinement. Et sur chaque problématique comme ça, vous allez voir qu'une compétence réelle d'une partie prenante externe apporte quelque chose à l'entreprise et en retour, bien sûr, la personne qui intervient s'assure que l'entreprise a un comportement idoine face à une problématique. Voilà. Et vous pourriez construire de façon complètement pratique un comité uniquement en répondant à un certain nombre de problématiques de l'entreprise pour le construire. Je suis pas sûr, comme les lois nous y indiquent ou comme les entreprises à mission nous poussent, qu'un comité statutaire est la meilleure chose. C'est la bonne chose pour la répétition et pour la rencontre régulière. Mais c'est vrai que les problématiques évoluant beaucoup, on a besoin d'avoir des compétences variées et qu'on a besoin d'avoir en tout cas un renouvellement à l'intérieur de ces comités qui pourraient se créer. Donc voilà, les choses sont en train de se faire. On se cache pas la face. Ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est que la société civile, sous le format de ces syndicats, sous le format de ces ONG, sous le format des médias ou des collectivités locales, voudrait être partie prenante de la gouvernance des entreprises. Et c'est ce chemin qui est en train de se faire, qui se fait avec difficulté pour l'entreprise. Laissez-moi vous dire que c'est pas du tout dans la culture de l'entreprise. On vient de très très loin. M'occupant de l'ensemble de la RSE du groupe, les droits de l'homme n'existaient pratiquement pas il y a 5 ans. Excusez-moi.
aujourd'hui, ils occupent une grosse partie de notre environnement. Merci Yves. Julie, je me permets de vous relancer aussi sur ce sujet où la culture de l'entreprise dans laquelle vous évoluez, est-ce que vous la considérez comme encore en grand besoin d'évoluer et d'avoir une maturité sur ce sujet, et quelles sont les conditions qui l'amènent à accepter l'idée de rentrer dans un dialogue avec une ONG sur des sujets de droits humains? Non, je rejoins Yves sur le fait que effectivement c'est un chemin de progrès, un work in progress comme disent nos amis les Anglais. Alors c'est vrai que nous, Sophie, Yves et moi, effectivement ça fait partie de notre métier, de notre fonction portant la RSE et les droits humains, d'être l'interface un peu entre ces deux mondes, entre l'entreprise qu'on connaît bien et également le milieu des ONG qu'on côtoie régulièrement. Donc c'est un peu notre mission de porter cette parole dans ces deux mondes et de faire en sorte qu'ils coexistent. Donc au sein de L'Oréal, il y a beaucoup de relations, disons, constructives avec les ONG dans les métiers RSE et dans les métiers achats responsables. En revanche, c'est vrai, au plus haut niveau stratégique business, c'est pas encore tout à fait mature. Ça évolue. La situation est très différente aujourd'hui que celle il y a 5 ans, comme disait Yves à juste titre, mais il y a encore un chemin à faire. Et par exemple, quand L'Oréal a signé, je crois que c'était il y a 2 ans, un partenariat avec le Danish Institute for Human Rights, qui est un peu l'équivalent de la Commission nationale consultative française, hein, chaque pays ayant sa commission. Bon, L'Oréal a choisi le Danish Institute parce que, non pas parce qu'ils sont danois, mais parce qu'ils ont une compétence spécifique sur le sujet droits humains et entreprises, et qu'ils ont déjà travaillé avec plusieurs parties prenantes et plusieurs groupes. Ça n'a pas été non plus simple, parce que, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises aussi, au cours de ces échanges, les ONG ont envie, et à juste titre, de préserver leur indépendance. Et elles n'ont pas envie d'être vues comme faisant du greenwashing ou du social washing, là en l'occurrence, en se commettant avec des entreprises. Donc il y a toute une ingénierie aussi contractuelle à mettre en place. Donc c'est pas du tout des contrats type classiques qu'on fait avec des fournisseurs, et donc on doit adapter aux conditions des ONG qui sont très différentes de celles d'un business partner habituel. Donc des clauses qui mettent ces ONG en confiance et qui leur permettent d'assurer leur indépendance. Donc le fait de conclure un partenariat au cas par cas, hein, comme le disait Yves, ou à plus long terme. En attendant, il faut qu'elles aient des garanties que leur indépendance sera préservée. Donc ces garanties, comme je le dis, elles passent par des clauses contractuelles, mais aussi par un engagement de prendre en considération ce qui a été dit, même si tout ne sera pas suivi, mais au moins de mettre des règles du jeu très claires sur ce que l'entreprise peut faire, ne peut pas faire, et expliquer. Voilà, si on ne se conforme pas dans l'intégralité des conseils, au moins expliquer pourquoi tous les conseils n'ont pas pu être pris en compte pour telle et telle action. Donc il y a plusieurs axes en fait qui visent à construire cette relation petit à petit, mais voilà, le droit joue aussi un rôle à travers les contrats adaptés dans ce type de situation. Julie, donc là on constate bien la difficulté à rassembler en fait tous les éléments qui permettent de créer une relation de confiance, puisqu'il s'agit manifestement de ça. La problématique, elle est pour que les parties s'engagent l'une et l'autre, il faut que la confiance se soit établie, et ça fait partie intégrante à travers des dispositifs de gouvernance tels que les comités de parties prenantes, mais aussi la régularité des réunions, et puis la manière dont il y a une clause de rendez-vous régulière pour faire état des avancements ou des difficultés. Mais alors sur ce point justement, Frédéric, peut-être sur une question là d'ordre très pratique. Est-ce qu'il y a un moment plus opportun qu'un autre pour entamer un dialogue avec une partie prenante, telle qu'une ONG ou d'autres? Est-ce que c'est au moment, puisqu'on parlait de la loi sur le devoir de vigilance, et il est vrai que là, les 3 entreprises représentées, ils sont assujettis, donc il y a un exercice de cartographie des risques. Est-ce que c'est au moment
l'établissement d'une cartographie des risques qu'il est le plus opportun, par exemple, d'ouvrir un dialogue avec une partie prenante? Est-ce que c'est plutôt au moment des choix de priorité? Est-ce que c'est au moment de la mise en place ou l'élaboration des dispositifs de contrôle? Est-ce qu'il y a une étape plus pertinente qu'une autre? Ça peut aller jusqu'à, évidemment, la résolution de litige, je pense. Mais Frédéric, est-ce que vous avez un avis là-dessus? L'existence ou pas d'un moment privilégié pour établir le dialogue? Excusez-moi, je remets mon micro. Je crois pas qu'il y a un moment particulier pour associer les parties prenantes. Je pense que c'est une mécanique, ça a largement été dit, ça se fait pas en une fois, ça se construit. Et donc là, je vais peut-être prendre plus ma casquette d'organisation syndicale, puisque j'accompagne des militants d'entreprise sur ce sujet-là. Je pense que c'est pertinent, l'association des parties prenantes et en tout cas l'association des représentants des salariés à différentes étapes. Si on parle de la loi sur le devoir de vigilance, par exemple, ça nous semble tout à fait pertinent que des parties prenantes, que les représentants des salariés puissent être associés à l'exercice de cartographie des risques. C'est pas à eux que revient la responsabilité de cartographier les risques de l'entreprise, ça c'est très clair, mais qu'à un certain moment, ils puissent éclairer de leur connaissance certains risques qui n'auraient pas été perçus dans l'exercice réalisé au sein de l'entreprise. Ça semble extrêmement bénéfique pour tous. Il y a une autre étape qui semble clé, c'est autour de l'élaboration du mécanisme d'alerte. La loi sur le devoir de vigilance dit que ce mécanisme de recueil des signalements doit être établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans la société. Et là, on constate que malheureusement, c'est pas suffisamment le cas. Donc, il y a eu effectivement le temps de se conformer à ces nouvelles obligations pour les entreprises, mais maintenant, ça fait 3 ans. Et c'est vrai que dans ce qu'on observe, quand il y a association des parties prenantes et notamment des parties constituantes que sont les représentants des salariés, c'est plus sous forme d'information plutôt que de vraie concertation, que de vraie co-construction. Et puis, une autre étape pour continuer sur les différentes étapes, les 5 étapes de la loi sur le devoir de vigilance, il y a l'étape du suivi, évaluation des mesures, puisqu'on est dans cette idée d'un processus itératif qui se répète. Et donc, l'association des parties prenantes, l'association des représentants des salariés, elle a toute sa place au moment où on rend compte, au moment où on suit les mesures. Et là, sans créer de nouveaux comités, sans créer de nouvelles réunions spécifiques, ça peut tout à fait s'inscrire dans le mécanisme de suivi des accords cadres internationaux qui prévoit un mécanisme de suivi. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont couplé les deux dispositifs, les deux mécaniques, et qui, dans leur accord cadre international, font référence à la loi sur le devoir de vigilance et qui intègrent le suivi de la loi et donc qui intègrent un peu systématiquement les parties prenantes dans le suivi et évaluation des mesures. Donc voilà, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a un certain nombre de moments où ça peut être pertinent, peut-être différemment, peut-être plus ponctuellement à certaines étapes, peut-être de façon plus nourrie à d'autres. Encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait de formule magique valable pour toutes les entreprises et je pense que c'est aussi dans le dialogue en fonction de l'écosystème de l'entreprise, de ses relations avec ses parties prenantes que ça se décide. Merci Frédéric. Raphaël, est-ce qu'il y a des conditions particulières attendues d'une ONG pour entamer un dialogue avec une entreprise? Est-ce qu'il y a quelques notions clés, de mots-clés, sans lesquels l'établissement même d'un début de dialogue est inenvisageable? D'abord, les ONG aujourd'hui sont devenues, on parlait tout à l'heure de l'introduction d'ambassadeurs
en termes de consultants, en termes de consultance pour les entreprises, les ONG aujourd'hui sont ont développé des vraies expertises de diplomatie. Nous sommes des intervenants diplomatiques dans le cadre tripartite avec les États et les différents États dans lesquels nous intervenons. Cette position, qui est assez nouvelle, je dirais, depuis une vingtaine d'années. Avant, les ONG n'étaient que dans de la dénonciation. Aujourd'hui, depuis 20 ans, les ONG sont de la dénonciation, mais en même temps, nous travaillons à essayer de faire émerger les solutions avec les États. Là, je parle d'un partenariat traditionnel dans notre dialogue avec les États, qui sont pour l'instant nos premiers interlocuteurs. Ce sont d'abord les États, les gouvernements, les ministères principalement, des fois les institutions nationales des droits de l'homme, parce qu'il faut rappeler que c'est une institution para-étatique, mais qui dépend de l'État. Donc les institutions nationales aussi sont des acteurs dans lesquels les ONG sont partie prenante. Donc, avec ces États, la première des choses pour instituer cette situation de confiance, et je prends l'exemple des États parce qu'après je peux le décliner avec les entreprises, c'est de partir en étant d'accord sur là où on veut aller. Est-ce que les parties prenantes sont d'accord ensemble sur là où elles veulent aller? Elles veulent aller, est-ce qu'on est d'accord qu'on veut améliorer la situation? Sinon, aucun dialogue n'est possible. Vous savez que moi, je suis le directeur général de l'Ensemble contre la peine de mort. Mon mandat, c'est l'abolition de la peine de mort dans le monde. Dans notre pratique, dans notre méthodologie, nous sommes en capacité de dialoguer avec n'importe quel État. Autant soit peu que cet État ait une velléité à avancer vers l'abolition ou à avancer vers une prochaine étape. Je ne demande pas forcément l'abolition. Dans cette situation, je suis prêt à discuter avec n'importe quel État, l'Arabie Saoudite, la Chine ou l'Iran. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible puisqu'ils ne veulent pas avancer, ces pays-là. Mais moi, si demain l'Iran me demande de travailler avec eux, ça sera comme ça. Je reviens maintenant sur l'entreprise. Aucune entreprise n'est l'Iran ou l'Arabie Saoudite. Mais je suis dans la même démarche de où on veut aller. Est-ce qu'on veut aboutir à une amélioration de la situation, à un travail sur les constats? Donc on va travailler sur le contexte et le constat. Si on tombe d'accord sur les bases minimum, je pense qu'on peut aller vers un partenariat. Et le partenariat, dans toutes ses formes possibles, en tout cas dans un dialogue concerté. Et puis, je voudrais réagir aussi à ce qui a été dit, que je trouve intéressant quand même, parce que c'est un mot qui est de plus en plus fort, sur faire sens. Et la recherche de sens, qui n'était pas du tout dans l'imaginaire de l'entreprise il y a de nombreuses années, commence à prendre. Et c'est vrai que, Yves, je trouvais ça intéressant quand tu disais que il y a 5 ans, on n'en parlait pas, les droits humains, il n'était même pas question. Qu'est-ce que vous venez interférer dans nos discussions? Vous voulez travailler sur notre stratégie, vous voulez qu'on vous laisse les clés, et on était juste des emmerdeurs à tourner en rond. Je crois que ça a beaucoup changé. Alors, ça va doucement, et je tiens à saluer le rôle quand même des acteurs comme vous trois, qui êtes aussi vous avez à faire face après à votre COMEX, à vos entreprises, pour faire passer ces messages. Donc, moi, je salue et je note les évolutions et je les trouve intéressantes. Je pense que dans cette recherche de sens, elle est au cœur de plus en plus et elle devrait, et elle le donne, n'est-ce pas, je suis quelqu'un d'optimiste, être au cœur de ces partenariats, au-delà de la compliance dont parlait Frédéric tout à l'heure. Cette recherche de sens, elle est aussi bien auprès du COMEX, de la direction générale, mais de plus en plus auprès des actionnaires, mais aussi auprès des salariés. Les salariés, des fois, sont aussi en termes de recherche de sens de leur travail, et donc que leur entreprise s'inscrive dans cette recherche de sens, dans l'entreprise à laquelle ils font partie, et ils donnent toute leur vie, et à tous les niveaux de salariés, même les cadres,
et des fois même sur tous les cadres. Je pense que c'est aussi là que peut s'intégrer le partenariat possible. Merci Raphaël. Alors, avant de passer à la phase finale de ce talk et notamment la présentation donc, des principales conclusions de notre étude, j'aurais une dernière question à vous tous. Alors, j'espère que vous n'allez pas tous la saisir, la question, parce que sinon on va largement dépasser. Tous ces enjeux-là sont aussi d'énormes enjeux de communication et de pédagogie sur les démarches afin de les rendre crédibles et de démontrer que tout est mis en œuvre, en tout cas de façon effective, raisonnable, en tout cas que l'on tend vers cela. La révolution numérique nous amène aujourd'hui à avoir des communications et des interfaces avec différentes parties prenantes qui bouleversent un petit peu la donne. Est-ce que vous voyez le numérique aussi comme un levier de dialogue maîtrisable et utile pour démontrer les démarches et voir que cela rythme aussi un certain nombre de partenariats? Qui voudrait se saisir de cette question et exprimer peut-être un point de vue sur l'état de l'art en la matière et si vous y voyez un fort potentiel trop peu exploité aujourd'hui? Yves peut-être, Frédéric, et puis Yves ensuite. Je vois que Yves se saisissait de son masque aussi. Frédéric, je t'en prie. Oui, alors juste pour vous parler en fait d'un travail que la plateforme RSE mène en ce moment sur la responsabilité numérique des entreprises comme nouveau champ de la RSE. C'est-à-dire comme nouveau domaine de redevabilité, c'est-à-dire évidemment il y a tous les enjeux de protection des données personnelles, RGPD, etc. Mais il y a aussi quelle contribution de l'entreprise sur des enjeux, sur des données qui pourraient être d'intérêt général sur le plan environnemental, sur le plan de santé, etc. Donc, on mène toute une réflexion en ce moment sur à la fois l'enjeu des données et à la fois sur les impacts du numérique. Donc, voilà, il commence à y avoir un consensus des acteurs que le numérique doit intégrer le champ de la RSE comme nouveau domaine de redevabilité, que le numérique, c'est aussi des formidables outils pour permettre la transparence, la comparabilité des données, qui est vraiment clé pour leur crédibilité de l'information extra-financière. Donc, je ne peux qu'encourager les réflexions en ce sens et en tout cas vous signaler qu'à la plateforme RSE, c'est un sujet de réflexion qui nous mobilise beaucoup ces temps-ci et on devrait pouvoir aboutir et publier des travaux d'ici la fin de l'année à ce sujet. Merci Frédéric pour cette information. Yves, quel est votre avis en tant qu'opérateur en plus sur le rôle que peut jouer le numérique? D'accord. Je vais rebondir là-dessus puisque je suis les travaux de la plateforme sur la responsabilité du numérique. C'est vrai qu'on est dans une phase de transition avec le numérique entre les pratiques d'hier et les pratiques de demain, que le numérique, au terme du dialogue, a changé complètement le paradigme. Quand un message passe, il est visible de la terre entière. Et je pense qu'au niveau des dialogues que l'on peut mener avec les ONG, ça nous permet d'aller chercher beaucoup plus loin et beaucoup plus local dans nos interactions, que l'accès à l'internet devient un des droits fondamentaux des droits de l'homme. C'est pas encore écrit dans la Constitution, mais c'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et donc la responsabilité que l'on a à travers en tant qu'opérateur, puisque c'est cet angle-là que je voulais vous donner, c'est bien ce phénomène de l'inclusion numérique, c'est-à-dire pouvoir amener un maximum d'acteurs à l'utilisation un peu fluide des outils du numérique pour pouvoir évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Merci Yves. Raphaël, d'un mot. D'un mot. D'abord, on espère pouvoir organiser un talk spécial sur ce sujet, donc on pourra approfondir et Yves pourra revenir, je l'espère, parce que ça sera très intéressant. L'autre mot, je suis aussi membre du CNDSI, du Conseil national pour le développement et la solidarité internationale, et je co-préside un groupe de travail sur le rétrécissement de l'espace dévolu à la société civile. Et on a organisé une session de travail justement sur ces questions du numérique et de son rôle dans le rétrécissement de cet espace dévolu à la société civile. Et il y a un rapport qui est sorti de l'OCDE spécifiquement sur ces questions tout dernièrement. Donc, j'invite tout le monde à le lire. Et je pense que c'est extrêmement important parce que, je crois que c'était
Ésope, non, c'était quelqu'un qui disait la langue est la pire et la meilleure des choses. Maintenant, c'est plus la langue, c'est l'internet, c'est la pire et la meilleure des choses. Et aujourd'hui, on est obligé de travailler avec cet outil qui est extraordinaire en termes de transparence, en termes d'opportunité, mais qui en même temps met les ONG droits de l'homme, la société civile dans son ensemble, dans une situation des fois qui est compliquée. Et je pense que c'est important à le prendre en compte. Et j'invite, donc on fera un talk sur ce sujet à coup sûr. Merci Raphaël. Alors merci à toutes et tous. Je vais entamer la présentation des principaux enseignements de notre étude. On verra si j'arrive à faire ça dans un délai très restreint, si certains d'entre vous veulent réagir à certaines des conclusions. Ça recoupe déjà certains éléments qui ont été indiqués et vous allez voir qu'on se rejoint. Et donc l'étude, elle a porté sur les sociétés du SBF 120, comme je vous l'indiquais. Le but est de s'inscrire dans le contexte dans lequel on est, à savoir que on est dans un contexte de convergence des normes, convergence des attentes qui prennent des dispositions légales de nature soft ou hard, qui finalement convergent tous dans le même sens sur le sujet des droits humains. Les entreprises sont attendues pour identifier, traiter et puis rendre compte de la manière dont elles gèrent les impacts qu'elles peuvent avoir sur les droits humains. Ça s'inscrit dans un contexte de révolution digitale qui constitue les nouvelles frontières de la transparence aussi. C'était mon point qui me permettait de faire un petit peu la jonction. Et l'étude, elle a évalué donc la façon dont les entreprises communiquent sur le sujet dans leurs différents documents réglementaires, mais aussi à travers les réseaux sociaux. L'idée étant aller rechercher de quelle manière les entreprises, et là je rebondis sur les propos de Frédéric tout à l'heure, ne se limitent pas à de la stricte compliance. Le but de l'étude, sa singularité, c'est un peu ça, c'est de faire émerger ce qui va constituer de ce que nous avons désigné comme de l'extra-compliance, c'est-à-dire la conquête en permanence de points d'amélioration avec un impact tangible et pas seulement la gestion de risque et de la gestion de réputation. Donc juste pour vous donner un petit peu le cadre on a 5 grands critères que l'on a pris en considération et le premier d'entre eux, c'est le discours. Précisément, la manière dont l'entreprise parle de ces sujets, comment ces sujets sont incarnés, et évidemment le recours aux réseaux sociaux devient déjà un vecteur, mais qui reste encore sous-exploité à notre avis. Ensuite, c'est l'engagement, la manière dont l'entreprise s'engage et priorise et se fixe des objectifs. Le troisième, ce sont les mesures qui sont mises en œuvre et évidemment là, on recoupe tout ce qui est attendu dans le cadre du devoir de vigilance. Le quatrième, c'est la reddition d'informations, donc la manière dont les résultats sont restitués. Et enfin, le dernier critère et 5e critère, c'est l'intégration du sujet des droits humains, non pas dans les processus de décision au sens anticipation des risques et gestion des risques, mais dans le business model. Donc, est-ce qu'il y a parmi les entreprises du SBF 120 déjà un certain nombre d'entreprises qui ont vraiment intégré cette dimension dans leur offre de biens et services? Sur le premier volet, qui est le volet du discours. Donc là, vraiment, nous sommes dans des grandes lignes qui nous permettent de dire que à ce jour, alors les 3 dimensions, c'était le mode de communication. Et donc là, un des enseignements que l'on tire, c'est qu'en fait, la communication réglementaire est insuffisante pour convaincre. Finalement, la clarté du discours à travers des documents de référence ou autres types de documentation très corporate n'est pas optimale. C'est le moins qu'on puisse dire. Et en termes de démonstration, c'est un exercice très contraint, certes, mais qui finalement pêche aussi par cette contrainte de la présentation de chiffres qui, aussi fiables soient-ils finalement, ne sont pas ce qu'il y a de plus convaincant en termes de mode de communication. Il y a la disponibilité de l'information. Aujourd'hui, s'il s'agit, c'est quand même très souvent le cas, de passer d'un chapitre à un autre dans ces différents documents pour se faire une idée de la clarté de la démarche, ben c'est que la démarche n'est pas claire. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, ça reste un vrai chemin afin d'avoir un maximum d'éléments quand on est une partie prenante attentive sur le caractère effectif ou raisonnable des démarches qui sont mises en œuvre. Et enfin, il y a le niveau d'incarnation du discours, où il est vrai qu'aujourd'hui, il est depuis le début, sur l'origine, à partir du moment où les grands dirigeants s'expriment sur le sujet, c'est déjà évidemment une bonne pratique. Ce sont des mandataires sociaux, donc ils incarnent la voix de l'entreprise en s'exprimant publiquement à travers des diffusions sur du papier glacé ou dans la presse ou dans des conférences.
Toutefois, un des vrais sujets pour nous à terme, c'est que l'incarnation sera d'autant plus efficace que si justement les résultats des démarches ou les démarches mises en œuvre sont incarnés par les dirigeants, certes, mais par les gens comme vous en charge de ces sujets au sein de l'entreprise, bien évidemment, mais aussi dans les échelons plus bas au niveau du collaborateur sur le terrain qui va témoigner des choses et, a fortiori, les parties prenantes qui vont pouvoir incarner un discours indiquant tel opérateur agit de cette manière, voilà de quelle manière nous travaillons ensemble. Et c'est vrai que là, l'incarnation descendante, de plus en plus, selon nous, constitue une voie d'avenir pour démontrer l'efficacité et la crédibilité d'un discours sur des sujets de RSE et de développement durable et de droits humains. Ici, en particulier, c'est le cadre de l'étude. Pour l'information, seulement 7% des entreprises ont obtenu la totalité des points sur ce critère. Donc, on voit qu'il y a une grande marge de progrès. Parmi les choses qu'on peut juste indiquer, par exemple, Maison du Monde, qui est très bien classée dans cette étude. Maison du Monde évoque ce partenariat avec Emmaüs, qui témoigne dans sa communication sur la manière dont les choses sont mises en place. Et il est vrai que ça fait partie de ces bonnes pratiques que l'on peut considérer comme démonstratives sur la façon dont l'entreprise appréhende ces sujets. Et donc la communication digitale sur ce sujet n'est pas une communication extra-financière au rabais. Elle doit répondre finalement aux mêmes critères de robustesse, de traçabilité et de fiabilité. Donc une vidéo qui est postée sur Instagram par une entreprise pour mettre à valeur un engagement, il faut que derrière, l'entreprise soit en mesure de justifier tout ce qui est indiqué à travers ce média. Et de ce point de vue-là, il est très important que cette communication numérique réponde à ces exigences de qualité et de fiabilité de l'information. 1/6 seulement des entreprises, on a pu le constater à ce stade-là, utilisent véritablement les réseaux sociaux pour faire valoir leur démarche sur les sujets de droits fondamentaux. Sur le deuxième critère qui est éminemment important, c'est celui de l'engagement. On l'a mesuré sur 4 dimensions. La priorisation des objectifs. Le statement est le suivant. S'engager sur les droits de l'homme sans distinction, ce n'est pas s'engager. Et donc, il est important, c'est requis par les textes, mais en même temps, c'est assez compliqué pour une entreprise que de se dire « je vais prioriser ces risques-là » puisque cela signifie en creux que certains seront mis de côté. Et donc, il convient évidemment de se préparer à un exercice de pédagogie auprès des parties prenantes dont les enjeux auraient pu être mis de côté. Donc ça, c'est un exercice un peu délicat aussi. Mais donc, la priorisation des objectifs, leur degré de précision, la formalisation des engagements et enfin l'intégration aux pratiques d'achat, ce sont les 3 critères sur lesquels on a évalué le niveau d'engagement des entreprises du SBF 120. Et ce qu'on a pu constater, c'est que maintenant, à l'échelle du SBF 120, 73% des entreprises évoquent les droits humains. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle, même si on voit quand même une marge de progrès. Mais 31% seulement ont été en mesure d'expliquer les priorisations, les raisons qui les ont amenés à prioriser, et j'entends de façon convaincante, et c'est de ce point de vue-là un point sur lequel il y a une grande marge de progrès, évidemment. Parmi les choses que l'on voit comme des axes de progrès absolument impressionnants, ce sont les pratiques d'achat, aujourd'hui, qui restent encore insuffisamment irriguées par ces sujets. Il y a des clauses RSE aujourd'hui, bien sûr, mais l'articulation entre ce que peut dire et faire une direction RSE, peu importe son appellation, ce que fait la direction achat et ce qu'en pense la direction juridique, je pense que là, on a déjà une espèce de trio en interne à l'entreprise qui, aujourd'hui, ne travaille et n'aligne pas encore suffisamment ses pratiques. Et donc, il y a une grande marge de progrès sur ce sujet-là. Et on peut parler des modalités de rémunération des acheteurs aussi, qui, dans le prolongement des engagements, constitue un point assez décisif et qui, aujourd'hui, est encore un point de faiblesse. Les incentives, pour parler en franglais, des acheteurs sur le respect des droits humains, à notre sens, n'en sont qu'à un âge d'enfance et tout reste à faire sur le sujet. Le troisième critère sur les mesures, et je vais vite parce que déjà on a largement dépassé le temps. Sur les mesures, en fait, nous sommes dans le dispositif de vigilance, hein, donc il s'agit d'évoquer la vigilance au sens strict, cartographie et les moyens mis en œuvre et les dispositifs d'alerte. Mais là où on voulait en venir aussi, c'est sur l'évaluation des moyens qui sont mobilisés et de quelle manière l'entreprise évoque les moyens à mobiliser, autant en termes de ressources. Bien souvent, les entreprises évoquent recours à des prestataires indépendants pour diligenter des audits,
évoque les formations en interne du personnel sur le sujet, mais les méthodes aussi mobilisées par les entreprises sont très importantes à nos yeux. Et on a évoqué la notion de corporate activisme. On entend beaucoup d'entreprises de plus en plus évoquer leur contribution au bien commun à travers des raisons d'être, à travers des missions. À ce stade-là, 12,5% d'entreprises dans les communications qu'on a pu analyser sur la base de tout ce qui est public, seulement 12,5% s'inscrivent vraiment dans ce qu'on pourrait appeler comme une démarche de corporate activisme pour contribuer vraiment à un impact tangible dans leur domaine d'activité. Alors là d'ailleurs, il y a plusieurs exemples et donc deux qui sont présents ici, mais Michelin et la Rubberway, qui est un dispositif qui permet de suivre la filière EVA avec une construction d'une application sur le sujet avec des ONG et de certains de vos compétiteurs, elle est évoquée comme vraiment constituant une pratique. C'est Michelin, pardon, autant pour moi, Sophie. Sur le côté de Orange, c'est Jack et c'est votre partenaire avec d'autres compétiteurs où là vous avez mutualisé les dispositifs d'audit, ce qui effectivement permet d'avoir une meilleure influence aussi sur votre pool de fournisseurs sur l'amélioration de leurs pratiques. Sur les partenariats avec les parties prenantes qui font partie intégrante des mesures, on voit encore très peu de précision sur des narratifs de ces partenariats. Et là, il est évident que c'est une vraie marge de progrès, que d'être en mesure, dans un reporting annuel ou par les autres biais de communication sur le sujet, à mesure pour chaque partenariat pertinent, il s'agit de fixer les seuils, peut-être, bien sûr, mais que l'impact tangible attendu soit exprimé, les objectifs le soient aussi, que le budget alloué sur le partenariat soit explicite et raconté, et qu'évidemment, il y ait des KPI, des critères de performance, ainsi que le rôle et la responsabilité jouée par chacun des acteurs dans le partenariat en question. Ça fait, à notre sens, partie des enjeux qui pourraient être fédérateurs et créateurs de confiance avec les parties prenantes, que de partager ce type d'informations aussi auprès du public. Enfin, après les mesures, il y a la reddition d'informations, et donc là, nous sommes vraiment sur l'exercice aujourd'hui un peu protocolaire de la reddition d'informations sur ces sujets. Les trois critères qu'on a retenus sont la transparence sur les performances, évidemment au sens large, donc le degré de précision, les KPI, mais aussi sur la reddition sur les incidents et l'information sur les litiges. Sur ces dimensions-là, nous paraît quelque chose de très important, et aujourd'hui, on voit encore trop peu d'informations sur ces sujets, même si ça commence à venir, effectivement. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on a finalement une minorité d'entreprises qui sont capables de communiquer sur les performances, les KPI, sur leurs performances droits humains qui correspondent vraiment à des impacts tangibles. Et enfin, ce qui nous semble très important, il est illusoire d'être dans l'exhaustivité, mais ce que nous désigne, nous, par des cycles de vigilance sur un enjeu précis, sur un projet précis, être en mesure de raconter le cycle entier, indiquant voilà les risques qui ont été identifiés, voilà les dispositifs qui ont été mis en œuvre pour le traiter, voilà les objectifs, et voilà les résultats. Cet effort de pédagogie, une entreprise sur deux, à peu près, seulement encore à ce jour, s'y est essayé pour au moins montrer un exemple de cycle de vigilance. On considère que dans la reddition d'informations aujourd'hui, c'est peut-être ça qui va être décisif, parce qu'en s'intéressant à un enjeu, ça peut être une catégorie d'achat, ou ça peut être sur un pays où il y avait un enjeu en particulier, être en mesure de raconter le cycle de vigilance sur ces typologies de moments ou d'enjeux tangibles pour une entreprise, communiquer à travers les réseaux sociaux notamment, nouer un dialogue, mais très resserré, avec un vrai suivi. Ça permet d'éluder l'obstacle de l'exhaustivité, mais de rentrer dans un degré de détail très précis et convaincant quand il s'agit d'adresser un sujet en particulier. Et enfin, sur l'intégration business, le dernier point. Alors, on considère que dans l'étude que l'on a pu faire, seulement 11% de l'échantillon aujourd'hui a vraiment communiqué sur la manière dont ces enjeux-là intègrent l'offre de biens et services. Et il est vrai que ici, aujourd'hui, on s'inscrit aussi dans la taxonomie verte. Et si j'évoque ce sujet-là, c'est parce que vous savez où la taxonomie verte emmène les entreprises en termes de transparence. Elles vont devoir afficher les activités en fonction de leur impact sur le climat et par activité dévoiler le chiffre d'affaires
et les investissements qui sont réalisés sur cette activité en question. Je pense qu'à terme, c'est ce que, en tout cas, une de nos convictions sur l'internalisation des enjeux de droits humains dans les offres, être capable de dire quelle est la part de biens et services que nous mettons sur le marché dans lesquels il y a une part tangible, mesurable d'impact sur les droits humains, va devenir un facteur de transparence et de conviction de la prise au sérieux du sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore très peu le cas. Mais il est vrai que une des bonnes pratiques qu'on a pu constater, par exemple, c'est le groupe Legrand, qui indique la quote-part des objectifs de chiffre, la quote-part et les objectifs de chiffre d'affaires qui sont générés par les offres qui permettent notamment, c'est le métier de Legrand, l'accès à une énergie abordable. Et donc, ce type de déclinaison d'informations, c'est une démonstration de l'intégration dans le business. Et on commence à constater seulement le début de ces actions aussi dans la création de structures d'investissement dédiées, où certains opérateurs, et c'est vrai que là, Carrefour, par exemple, évoque récemment dans une levée de fonds assez importante qu'il y aura un delta assez significatif qui sera vraiment dédié à, là, pour le coup, les enjeux de transition alimentaire. Là, on se situe vraiment dans une offre qui, avec des dimensions droits humains dedans, dans la chaîne de valeur, peuvent indiquer une vraie intégration des sujets de droits humains dans l'offre. C'est vraiment évidemment très court pour vous présenter cette étude, hein, mais donc je m'arrêterai là parce que le laps de temps qui nous était imparti est dévolu. Est-ce que les uns ou les autres, vous voulez peut-être aborder un dernier point ou faire un dernier statement avant que nous nous quittions? Si ce n'est pas le cas, je vous propose que nous nous arrêtions là. Nous vous remercions pour vos interventions très riches. On vous donne rendez-vous pour les prochains talks en commun avec la plateforme des droits de l'homme. Merci de votre attention et à bientôt. Et évidemment, vous pourrez trouver monter ce replay et nous vous les diffuserons sur tous nos réseaux sociaux. Merci de votre attention et à bientôt. Merci.